Alors, c'est un tableau d'un peintre qui est décédé malheureusement en 2000, qui s'appelait André Hambourg, et qui a peint la fille du rabbin de Boudnib. Boudnib, c'est de l'autre côté de la frontière marocaine, à quelques 150 km de Béchar. Et donc, c'est la fille du rabbin en 38. Pardon ? Oui, exactement. Donc, et elle est, la petite, elle a 12-13 ans. Et vous savez, pendant des années, je me suis demandé, je trouvais ça monstrueux de marier des petites filles si jeunes. Ma propre tante a été mariée à 12 ans à un homme de 54 ans et qui a vécu centenaire en plus. Eh bien, après des années de recherche et d'interrogation, j'ai compris le pourquoi. On m'a expliqué le pourquoi. C'est que malheureusement, ils étaient soumis à la loi musulmane. Un musulman, quand il avait une jolie fille dans une famille juive, un musulman pouvait venir et dire « je veux ta fille ». Et on ne pouvait pas la lui refuser, sauf quand elles étaient jeunes, sauf si elles étaient mariées. Donc, on les mariait le plus tôt possible pour les protéger. Alors donc, vous voyez que ce n'était pas monstrueux, c'est monstrueux dans l'idée, si vous voulez, mais dans le principe, on comprend que ces gens protégeaient leurs enfants. Et donc André Hambourg a peint cette petite fille le jour de son mariage. C'est André Hambourg, celui qui est peintre en Normandie ? Il est mort. Oui, il est enterré en Normandie. Et c'était le peintre officiel du musée de la Marine. Oui, et j'étais un ami, figurez-vous qu'un jour il m'a montré ses tableaux, il m'a fait visiter ses ateliers, il m'a montré ses tableaux, et puis à la sortie il me dit « Est-ce qu'il y en a un qui te plaît ?» Je dis « Oui, mais j'ai pas les moyens. » Alors il dit « Dis-moi ce qui te plaît. » Alors je lui ai montré celui-là, et il se trouve que des années après, quand mon premier livre est sorti, eh bien, il a vu que j'avais obtenu un prix de l'Académie française pour ce livre, et il était dans un avion, on lui a donné le Figaro, il a vu ça, et pour me l'annoncer, parce que moi je n'étais pas au courant, il me l'a annoncé dans une lettre sur laquelle il a reproduit le tableau qui me plaisait. Voilà. Alors je l'ai mis dans un livre, j'ai demandé à Madame Hambourg, qui est décédée l'année dernière, l'autorisation, et elle m'a accordé l'autorisation, je l'ai mis dans un livre. Bon, vous pouvez prendre la suivante. Voilà. Alors ici, vous avez une carte donc, des immigrations en Afrique du Nord, des Juifs à toutes les époques, venant d'Orient ou venant d'Europe, parce qu'ils ont aussi fui l'Espagne, malheureusement, en 1492. Donc vous voyez, à toutes les époques, on a des... Alors quelquefois, ils sont passés par le désert. Alors ici, c'était pour un livre sur les Juifs du Touat. Vous connaissez des gens qui s'appellent Touati, Touitou, etc. Eh bien, le nom vient du Touat, qui est donc à cet endroit, enfermé entre 5 déserts infranchissables. Et pourquoi sont-ils venus là ? Probablement parce qu'ils avaient justement une population amie qui les a accueillis à un moment où ils étaient en danger. Et vous avez remarqué que il y a aussi une population juive qui est venue, vous voyez, du Hijaz, c'est en Arabie occidentale, cette partie, la ville principale, qui portait d'ailleurs un nom hébreu, Médine, eh bien, ils sont venus, ils ont résisté à Mahomet, ils ont refusé l'islamisation, et ils ont traversé le désert pour venir jusqu'au Touat. Alors on les appelait les Bni Khaybar, parce que la capitale s'appelait Khaybar, et en dehors de Médine, ou les Bni Moussa, les enfants de Moïse, ou bien les Hadjazi, puisqu'ils venaient du Hadjaz, c'est la région. Et bien, figurez-vous que j'ai eu des élèves, quand j'étais prof, qui s'appelaient Hadjazi. Et quand je leur ai demandé d'où venait leur nom, ils disaient, c'est parce que dans mes ancêtres, quelqu'un a dû aller à la Mecque faire le pèlerinage. Je dis non, il s'appellerait Hajj quelque chose. Et toi, tu t'appelles alors Hadjazi.
Voilà, je vais t'expliquer d'où ça vient. Et ils étaient étonnés de s'apercevoir qu'ils avaient des ancêtres juifs. Et j'ai même eu un élève, alors ça c'était incroyable, qui s'appelait, en un seul mot, Ha-Mashiach. C'est incroyable, incroyable. Hein. Alors ici, vous avez un certain nombre d'éléments de l'histoire juive ancienne, la plus ancienne, et même l'Antiquité, sauf la synagogue de Djerba. Oui. Pardon, Jacob, cette pierre, oui, tu l'as retrouvée quelque part? Non, c'est dans des musées. Oui. Et à Djerba, il y a des pierres qui viennent de Jérusalem. Oui, bien sûr. Mais là, ce que j'ai trouvé moi, je vous les montrerai tout à l'heure. Hein. Alors ici, vous avez quelques éléments sur les liens entre le monde berbère et le judaïsme. Il faut savoir qu'en Cyrénaïque, alors j'ai reproduit la carte pour pouvoir vous montrer. La Cyrénaïque, donc c'est cette partie, vous voyez, de la Libye, et qui était à 100% peuplée de juifs. Oui, et d'ailleurs, bon, on en reparlera tout à l'heure si vous voulez. Il se trouve que au début du IIe siècle, en 115, les Juifs c'était l'Empire romain, vous savez, qui faisait tout le tour de la Méditerranée. Et les Juifs étaient donc les habitants de la Cyrénaïque. Et à ce moment-là, les Romains ont voulu faire reculer au-delà du limès, la limite de l'Empire romain. Vous savez que ça n'allait qu'à 60-70 km de la côte. Et donc ils ont voulu repousser les Berbères vers, au-delà du limès, vers le désert, et restreindre les libertés religieuses des Juifs. Résultat, ils se sont alliés et ils ont attaqué l'armée romaine en 115. Quelle imprudence! Alors évidemment, l'armée romaine a été battue, mais elle revient 3 ans après, en 118, avec 60 légions, et alors ça a été le massacre. Et non seulement le massacre, mais ils ont détruit les maisons, ils ont brûlé les cultures, coupé les arbres et obligé les survivants à partir. Et ils sont partis donc vers le désert ou vers l'ouest. Alors, en quittant la Cyrénaïque, ils ont suivi cette route. Il y en a qui se sont arrêtés ici. Donc, c'est le Djebel Nefoussa. Il y en a qui sont allés dans les Aurès, et il y en a qui sont allés dans le Mzab, il y en a qui sont descendus jusqu'au Touat, et il y en a qui ont continué vers le Tafilalet et le Dra. Et donc, nous avons un chapelet de tribus qui se sont installées donc, dans toutes ces régions et qui sont restées en contact les unes avec les autres à travers les siècles. Alors, revenez s'il vous plaît. Donc, vous mettez. Voilà, vous avez donc les guerres de Cyrénaïque, 115-118. L'exode à travers le désert, c'est autour de 130. Et ils sont allés très loin, puisque on nous dit au IIIe siècle que au Ghana, c'est l'ancien nom du Mali. Ça n'a rien à voir avec le Ghana actuel qui est sur la côte. C'était l'ancien nom du Mali. Eh bien, il y a eu des rois judéo-syriens qui se sont succédés pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et puis arrivent les Zénètes. Alors les Zénètes, c'est des gens extraordinaires. Vous avez des Juifs qui s'appellent Zénatis. Eh bien, ces Zénètes sont venus de la limite de la Galilée et du Liban. Et donc, ils ont révolutionné le Sahara. Aujourd'hui, quand vous regardez, quand vous pensez Sahara, vous pensez chameaux, palmiers et dunes. Eh bien, à l'époque, il n'y avait que les dunes. Parce que les Zénètes sont venus avec le chameau et avec le palmier. C'est grâce aux Zénètes qu'au Sahara, on a des palmeraies donc extraordinaires. Et ensuite arrivent les Juifs de Mossoul, donc qui viennent d'Irak. Oui, c'était une ville juive aussi.
Aujourd'hui, c'est une catastrophe, mais à l'époque, donc, c'était des gens qui circulaient, mais c'est fou. Les Juifs circulaient à travers le désert d'une façon incroyable. Et donc, eux ont amené une technique extraordinaire. Vous savez qu'au Sahara, le problème, c'est l'eau. Et au Touat, il y a beaucoup d'eau. D'ailleurs, le mot Touat est un mot berbère qui veut dire les sources. Il y a beaucoup d'eau. Le problème, c'est l'évaporation. Eh bien, ils ont ramené une technique qui permet de creuser des canalisations qui circulent sous le sol, à 10 mètres sous terre, et avec des regards tous les 10-15 mètres qui permettent de descendre lorsque c'est obstrué pour faire des travaux et permettre à l'eau de circuler. Et comme ça, l'eau arrive des endroits donc les plus élevés et descend jusque dans les villages et dans les jardins. Et c'est ce qui fait que le Touat a de l'eau qui court dans tous les sens. Ils ont construit, figurez-vous, pour l'ensemble touatien, 2000 km de Foggara. 2000 km. Il y en a 4000 km pour tout le Sahara. Eh bien, le Touat tout seul en a la moitié. Et puis, donc, on a parlé des Juifs de Khaybar, donc, qui, eux, ont apporté des techniques de culture. Parce que, jusque-là, quand ils sont venus, les judéo-berbères, ou les Juifs et les berbères, quand ils sont arrivés, donc c'était essentiellement des pasteurs, pour les uns, donc ils ont élevé des chevaux, ils ont élevé des moutons, des chèvres. Et puis, ils faisaient des petites cultures, tandis que là, nous avons des gens qui arrivent et qui ont des techniques de culture extraordinaires, et ça a permis de faire du Touat, mais un vrai jardin. Encore aujourd'hui, il en reste quelque chose. Vous savez, on a, à l'époque française, le Touat s'appelait la rue des Palmiers. Vous avez le long du fleuve qui court dans un sens donc nord-sud, presque rectiligne, vous avez des quantités de villages, il y a 250 villages. Eh bien, il y a des jardins, des cultures, des palmiers partout. Vous allez voir tout à l'heure quelques images. Excusez-moi. Le Zénith, vous avez dit qu'il venait de Galilée. Oui, les Zénith. C'est d'où, à cette époque-là, au IVe siècle, on est en pleine rédaction en Galilée, notamment, alors, du Talmud. Mais est-ce que ça a un lien alors, particulier? Figurez-vous que j'ai un ami que j'ai connu quand j'étais étudiant à Grenoble, qui était professeur d'hébreu. Et quand je suis allé en Israël une année, je préparais mon livre, je lui avais apporté un tirage informatique, puisque le livre n'était pas encore sorti. Et il me dit, tu as parlé de Zénith dans ton manuscrit, est-ce que tu sais qu'il y a ici, en Galilée, dans un village qui s'appelle Ki'in, hein, il y a une famille Zénati qui vit là sans discontinuer depuis Salomon. Je dis, c'est pas possible, il faut aller les voir. Alors, il y a des livres, il y a eu des films sur eux, etc. Ce sont des gens très très connus, et en effet, donc ce sont des gens qui ont toujours vécu là. Et quand on nous dit que les Zénètes sont essentiellement des Berbères, j'y crois à moitié, parce que en fait, ils étaient sûrement d'abord juifs et ensuite berbères. Ils sont partis. Oui, ah oui, mais bien sûr. Mais il reste encore un petit quelque chose. Alors ici, c'est Henri Lotte qui a trouvé ça avec l'abbé Breuil, dans la région de Djelfa. Ils ont trouvé des inscriptions en tifinagh. Le tifinagh, c'est l'écriture des Touaregs. Et il dit, il y a quelque chose qui ressemble de l'hébreu. Vous vous rendez compte, le père Breuil, l'abbé Breuil, était un spécialiste des langues sémitiques. Et il a dit qu'il ressemble à de l'hébreu. Mais c'est de l'hébreu. C'est de l'hébreu, regardez. Ici, c'est de l'hébreu. Hein, regardez. Doda. Ouais. Alors, bon, j'ai soumis cela à beaucoup de spécialistes. Il y a des gens qui lisent Yahvé, il y a des gens qui lisent Yehuda, etc. Je ne me prononce pas. Ce sont des lettres hébraïques. Et qui donc remontent très très loin, puisqu'il s'agit de gravures rupestres
qui sont sur des pans de montagne du côté de Djelfa. Alors ici, on a parlé de Berbères, on a parlé évidemment, il faut parler de la Kahina. Alors vous avez ici plusieurs... excusez-moi, j'ai oublié de vous parler des toits Hanoukiyot qui sont sur l'image précédente. Il y en a une qui vient de Libye, une de Kabylie et une du Maroc, je crois. Oui. Donc vous voyez que c'est exactement... elles se ressemblent. Et donc vous voyez qu'il y avait presque une unité de fabrication. Vous les voyez. Hein. Celle de Libye, c'est celle du haut. Vous voyez. Et elles sont très jolies. Mais c'est très fragile. C'est de l'argile. Hein. C'est en argile. C'est après la destruction du temple. Ah, évidemment. Malheureusement, oui. Bien sûr. Alors voilà. Donc vous avez ces gravures rupestres de Djelfa. Ici, vous avez plusieurs représentations de la Kahina. Il y a eu des livres et des livres et des livres. En réalité, vous savez que celui qui a parlé de la Kahina, c'est Ibn Khaldoun. Et il y a 25 lignes sur la Kahina dans Ibn Khaldoun. À partir de là, il y a des gens qui ont écrit des romans et des romans. Il y en a des quantités. Alors bien sûr, les chrétiens en font une héroïne chrétienne. Les musulmans, une héroïne musulmane, mais elle commandait une tribu juive. Et elle s'est opposée aux conquérants musulmans lorsqu'ils se sont présentés la première fois en 698 et elle les a vaincus, elle les a fait reculer. Malheureusement, ils sont revenus et elle a été battue, on lui a coupé la tête, enfin... Jeanne d'Arc juive. Oui, il y a ceux qui en parlent comme une chrétienne, justement, disent que c'est la Jeanne d'Arc. Voilà. Et donc, on a jeté son corps dans un puits qui s'appelle Bir Kahina. Voilà. Alors ici, vous avez donc cette arrivée de Juifs un petit peu partout au Sahara, à partir du moment où le chameau a permis d'augmenter le rayon d'action des déplacements, eh bien, ils ont pu aller jusqu'au Niger et jusqu'au Soudan et faire des échanges avec les populations noires. Et nous savons qu'il y a des Juifs qui se sont installés dans ces régions-là très très tôt. Et donc vous avez un certain nombre de produits qui sont échangés, qui sont... Alors, par exemple, les bijoux, bien sûr. Alors, les Arabes aiment bien les bijoux en or, mais les Berbères préfèrent l'argent, oui. Les bijoux en argent. Alors, vous avez cette jeune femme qui a des bijoux en argent. Ici, c'est du cuivre. L'Afrique n'avait pas de cuivre. Et donc, les caravanes qui descendent vers l'Afrique noire emportaient du cuivre. Et elle ramenait de l'ivoire, des esclaves, de l'or, etc., etc. Alors ici, vous avez, vous savez, malheureusement, les Européens et avant eux, les Européens ont utilisé, vous savez, le verre de Murano, oui. Et donc séduisaient les Africains qui étaient très friands parce que c'était très joli, et échangeaient leur or contre des billes de verre de Murano, comme vous avez ici un petit collier de verre de Murano. Alors l'or, bien sûr, ici c'est la gomme oui, qu'on a appelée la gomme arabique, qui est un encens. Hein, les Arabes font le brûler, ça parfume l'atmosphère, etc. Alors les manuscrits, il y a des manuscrits qui ont traversé l'Afrique, qui venaient de Grenade et qui sont allés donc jusqu'à Tombouctou. Alors, vous avez... ah oui, ça c'est de la malaguette. La malaguette, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est ce qui a été utilisé avant la découverte du poivre. Avant le poivre, eh bien, c'est la malaguette qui permettait d'assaisonner. Vous voyez, et le poivre venait de l'Est africain, enfin, quand on l'a découvert. Et là, la malaguette se trouve dans en Afrique, du côté de la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc. Et puis, alors, évidemment, le sel. L'Afrique n'avait pas de sel. Et donc, les caravanes emportaient du sel. Alors, le sel, il y avait plusieurs possibilités. C'était du sel en grains.
du sel en pain, donc qui était, alors c'était des pains de sel ou des plaques de sel qui faisaient 80 cm sur 40 et à peu 8 à 10 cm d'épaisseur. Ils en mettaient sur les chameaux, 2 plaques de chaque côté du chameau, et ça faisait à peu près 160 kg. Et donc les chameaux partaient chargés de sel et revenaient avec de l'or. Et parce que malheureusement, il y a eu un temps où on a changé presque 1 kilo pour 1 kilo, vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'on dit que le sel, c'était de l'or. Oui. Et parmi ces caravaniers qui traversaient le désert dans tous les sens, parce que pas seulement nord-sud ou sud-nord, mais aussi ouest-est, par exemple, ils allaient vers l'Orient. Ici, nous avons un manuscrit qui a été trouvé dans la Guéniza du Caire, qui est écrit en hébreu et en langue arabe. Il est écrit en arabe et en caractère hébraïque, et qui a été trouvé dans la Guéniza du Caire. C'est une famille de juifs du Touat qui a plusieurs fils, et les uns sont installés au Caire, les autres à Marrakech, et ils ont des caravanes qui se croisent au Touat et qui emportent des marchandises d'Égypte vers le Maroc et inversement d'autres marchandises, par exemple le cuivre. Le Maroc a beaucoup de mines de cuivre, le cuivre du Maroc vers l'Égypte. Et donc il y a eu des échanges comme ça. Cette lettre est magnifique, elle date de 1235. Alors figurez-vous qu'il y a deux parties, parce qu'en réalité c'est un petit texte, un petit élément de papier, papyrus en quelque sorte, qui est écrit de haut en bas, et ensuite ils ont retourné et ils ont écrit à l'envers. Donc vous avez le recto et le verso. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous voyez les entailles montrent. Alors ici, vous avez une caravane des principales routes commerciales de l'époque, avec évidemment le Touat comme plaque tournante de tout ce commerce. Alors, pardon, il y a encore quelques petites choses sur l'histoire. Vous voyez, j'ai mis ici la conquête arabe dont nous avons parlé tout à l'heure, mais il faut voir que le Sahara et l'Afrique du Nord vont être bouleversés à la suite d'un certain nombre d'éruptions. Les Bni Hillal arrivent, c'est les Hillaliens, ce sont des gens qui ont vraiment empoisonné l'existence en Égypte à l'époque fatimide, et les souverains des Fatimides leur ont donné à chacun une pièce d'or et un cheval, et leur ont dit allez vers l'ouest. Et ils ont ravagé l'Afrique du Nord. Ils sont allés donc jusqu'à l'Atlantique, et malheureusement pour les Juifs, ils ont été très durs avec les communautés juives. Ce ne sont pas les seuls. Arrivent les Almoravides, pareil, qui vont rester à peu près 150 ans en place, et qui ont détruit des communautés juives entières, qui ont construit des choses qui sont toujours en place, c'est vrai. Par exemple, les grandes mosquées de Tlemcen, de Marrakech, etc. Mais malheureusement, les communautés juives ont été obligées souvent de se convertir ou de disparaître. Et donc, il y a eu des désastres de ce genre. Derrière eux arrivent les Almohades. Alors, les Almohades, ce sont des Berbères des montagnes. Ils descendent de la montagne marocaine et ils ont chassé les Almoravides. Et alors, ils ont été encore plus durs pour les communautés juives. Donc, vous voyez, c'est des périodes qui ont été très difficiles. Et à partir de cette époque-là, XIIe siècle, alors l'islamisation des Berbères est terminée. Donc, pratiquement, on peut considérer qu'à 75-80% des Berbères sont devenus musulmans. Et pour ce qui est des Juifs, il ne reste que quelques îlots de judaïsme à travers l'Afrique du Nord, que vous connaissez probablement, puisque les noms, vous savez, de certaines... Il y a des gens qui s'appellent Bahloul. C'est les Bahloula. C'est une tribu qui a survécu. Il y a des Médionis. C'est les Médiouna, etc. Donc il y a un certain nombre de tribus qui ont survécu, mais éparpillées, et elles ont survécu parce qu'elles étaient utiles. Soit c'était des monnayeurs qui permettaient de frapper les monnaies
pour ces populations qui dominaient de l'Espagne jusqu'au Soudan, vous voyez, parce qu'ils ont conquis une partie de l'Espagne. Et d'autre part, donc vous avez ici le statut de dhimmi qui va être imposé aux Juifs et qui est atroce. Vous verrez tout à l'heure quelques images sur la dhimmitude. Alors, premièrement, les Juifs sont obligés donc de porter un vêtement noir. Et deuxièmement, ils n'ont pas le droit de marcher sur le trottoir, ils doivent marcher au milieu de la chaussée, pieds nus. Alors, ils ont le droit d'avoir des sandales, mais qui doivent être faciles à enlever. Alors, mais s'ils passent devant un musulman, ils doivent retirer leurs sandales. Et ils n'ont pas le droit de passer devant un édifice religieux musulman, que ce soit une mosquée, un cimetière, n'importe quoi. Ils doivent le contourner et quelquefois faire des centaines et quelquefois des kilomètres, etc. Ils n'ont pas droit au cheval. Ils n'ont droit qu'à l'âne ou au mulet, mais en mettant les deux jambes du même côté. Parce que c'est l'humiliation à tous les niveaux, Et puis, beaucoup d'autres choses encore. Et c'est quelque chose qui a duré jusqu'à l'arrivée de la France, dans certaines régions. Et les impôts aussi. Et alors, les impôts, il y avait 3 impôts qui étaient auxquels les Juifs étaient assujettis. Il y avait la dîme comme en France, comme dans toute l'Europe, c'est-à-dire le 10e de ce qu'ils gagnaient. Il y avait la jizya, qui était un impôt spécial pour les Juifs. Et surtout, il y avait un impôt spécial pour les Juifs, qui était la rafara, qui était un impôt qu'ils devaient pour payer leur erreur de ne pas reconnaître la vraie religion. Eh oui, eh oui. Et puis, donc, le Juif, jusqu'au XIIe siècle, à peu près, on a des récits, que ce soit El-Bekri, que ce soit Idrissi, El-Bekri, etc., Ibn Saïd, etc. Il y a un certain nombre d'auteurs musulmans qui racontent la vie au désert et qui parlent des Juifs. À partir du XIIe siècle et de la Dhimma, terminé. Le Juif disparaît des récits, n'existe plus. Et il n'y a que Ibn Khaldoun qui a parlé des Juifs, mais lui c'est un berbère. Et donc nous avons quelque chose d'assez extraordinaire. Alors Ishaq, c'est l'auteur de cette lettre. Nous avons quelque chose d'extraordinaire, c'est que les Toitiens donc, sont en relation, parce qu'ils faisaient des commerces jusqu'en Europe. Et ils sont en relation non seulement avec les Juifs d'Espagne, mais avec les Juifs des Baléares. Et vous savez que les meilleurs cartographes du monde à l'époque, c'était les Juifs des Baléares. Et les Juifs des Baléares, alors que jusqu'à cette époque-là, les cartes du Sahara étaient vides, c'était un blanc, ça s'appelait des portulans, parce qu'on ne représentait que les ports. Et tout d'un coup, voilà que le désert se remplit parce qu'ils ont des relations avec les Juifs et que les Juifs leur apportent des renseignements. Donc ils arrivent à situer des localités, des routes, des montagnes, etc. Et les cartes du Sahara commencent à être intéressantes. Après, elles vont se vider à nouveau. Hein. Mais pour l'instant, donc grâce à Abraham Kresk, c'est le plus grand cartographe, sa carte est magnifique, elle est à la Bibliothèque nationale de France. Et c'est une carte exceptionnelle. Alors bien sûr, il y a des erreurs. Il représente enfin pas des erreurs, il y a des interprétations tout à fait occidentales. Il représente les cités du Sahara comme en Europe avec des châteaux. Et oui, et il représente les rois. Par exemple, le roi du Mali, il a une pépite d'or à la main, parce que c'est le pays de l'or, mais il est assis sur un trône avec un sceptre à la main, hein, comme les rois d'Europe. Et donc, nous avons le fait qu'il y ait des cartes, tout d'un coup, vous savez qu'à la fin du XVe siècle, la source de l'or, parce que l'or des Européens venait d'Asie.
c'était le Japon, du côté du Japon. Et puis tout d'un coup, c'est terminé. Il n'y a plus, la source est coupée parce que du côté de la mer Noire, les principaux ports qui recevaient cet or-là par la route de la soie, donc, s'éteignent. Et les Européens n'ont plus d'approvisionnement en or. L'Amérique n'est pas encore trouvée. Donc, il n'y a que l'Afrique. Mais l'Afrique, l'or africain est aux mains des Arabes. Donc, il faut trouver une solution. Les Arabes sont très durs en affaires. Eh bien, ils vont se servir des Juifs qui vont et qui viennent. Et on envoie un missionnaire, Gênes, la République de Gênes envoie Antonio Malfante, donc au Touat. Il a rencontré les Juifs du Touat. Il a envoyé une lettre du Touat à la République de Gênes, dans laquelle il décrit ce qu'il a vu. Il parle des Juifs qu'il a rencontrés, comment ils vivent, et leur commerce, etc., etc. Figurez-vous que cette lettre a été découverte en 1917 par le conservateur de la Bibliothèque nationale. Mais c'est une lettre magnifique. Malheureusement, elle a été amputée parce qu'elle a été retranscrite dans un document qui est au Vatican et qui est inaccessible. L'original, je n'ai pas pu le voir. Mais donc, il manque les liaisons entre les paragraphes. Ce sont des paragraphes coupés et on ne sait pas ce qu'il y a entre les paragraphes, comment ça se termine, etc. Mais c'est une lettre très intéressante et c'est la dernière fois qu'on va parler des Juifs du Touat en 1447, puisque en 1492, ils sont massacrés et c'est terminé. L'histoire de la communauté juive du Touat s'arrête en 1492. Alors, pardon, il y avait le nom de celui qui a donc dirigé le massacre des Juifs du Touat, qui s'appelle El-Mrili. El-Mrili, c'est un prédicateur musulman qui vient de Tlemcen et qui est surpris de voir des Juifs, alors que dans toute l'Afrique du Nord, les Juifs sont soumis aux musulmans. Eh bien, il voit des Juifs qui vont à cheval, qui sont habillés comme des musulmans, qui dirigent tout, qui sont très riches, qui ont de beaux palais, etc. Et il soulève la population contre eux, et malheureusement, donc ça se termine en 1492. La communauté réussit à faire échapper le rabbin avec son fils, et les deux malheureux vont mourir à l'entrée de Béchar de soif. Et donc, la communauté de Béchar a construit le cimetière autour de leur tombe. Alors, là, nous allons vers le sud. Sur les côtes de Mauritanie, je vous ai dit que les Almoravides ont détruit les communautés. Il y avait quelques petits royaumes au Sahara. Un jour, excusez-moi, c'était dans un cimetière du côté de Strasbourg. J'étais avec quelqu'un qui allait en pèlerinage sur la tombe des parents, et pendant qu'elle était occupée, moi je regardais les tombes, puis tout d'un coup je vois Azougi. C'est pas possible. Un juif qui est enterré là, qui s'appelle Azougi. Figurez-vous qu'Azougi, c'est le nom d'une capitale d'un petit royaume juif de Mauritanie, du côté de Chinguitti aujourd'hui. Voyez, et ils ont été massacrés, évidemment, mais le nom est resté. Vous vous rendez compte, il y a des Juifs aujourd'hui qui s'appellent Azou. Ouais. Ah, vous en connaissez? Oui. Vous voyez, c'est extraordinaire. Jacob, oui. Au cimetière militaire de Zinder au Niger, oui. Lorsque j'étais en poste au ministère, je m'occupais du Niger, je suis allé là-bas oui. pour la restauration de ce cimetière militaire. Oui. En plein milieu des tombes chrétiennes, il y avait la tombe du capitaine Azoulay. Allez, oui. Et voilà. Voilà. Mais ils sont partout, Ah, eh oui. Alors, non, pardon, nous étions avec les débris. Vous savez, quand les Juifs du Sahara ont été massacrés ou islamisés, les petits royaumes ont disparu. Et, chose incroyable, il y a eu des survivants qui ont été dispersés dans le désert et qu'on retrouve aujourd'hui encore. Les Imragen, vous les connaissez? Ils pêchent sur les côtes de Mauritanie en utilisant les dauphins. Ce sont les dauphins qui leur servent de rabatteurs,
qui ramènent le poisson jusqu'à la côte et eux, ensuite, n'ont plus qu'à le prendre. Eh bien, les Imragen, ce sont des Juifs. Et d'autres ont été chassés vers le désert. Et pour survivre, eh bien, eux, ils chassent. Et ce sont les Némadis. Et en voilà un. Et ils chassent en utilisant des slougis. Vous savez, le lévrier saharien. Eh bien, voilà. Vous avez les deux qui sont là. Hein. C'est extraordinaire. Vous savez, l'histoire juive au Sahara, c'est quelque chose de phénoménal. Alors, vous avez en parcourant certains endroits du désert, on fait des découvertes inouïes. Par exemple, ici, c'est à Ouaddan. Alors, d'après un historien européen, Ouaddan serait un nom d'origine juive. C'est une ville donc de Mauritanie, pas loin de Chinguetti, d'ailleurs elles sont à une centaine de kilomètres l'une de l'autre. Et ce monsieur, donc il y a un petit musée chez lui, m'a montré ce qu'il avait. Il avait des manuscrits écrits en hébreu. Alors évidemment, il n'a pas voulu s'en dessaisir. Et donc, comme à Tombouctou. Oui, mais comme à Tombouctou et comme à Chinguetti. À Chinguetti, il y a beaucoup de manuscrits arabes, etc. Mais on ne voit jamais les autres. Donc on pense qu'il doit y en avoir, mais on ne les voit jamais. Alors il a aussi un coffre. Alors je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a dit, mais c'est un coffre donc, que les Juifs utilisaient à la maison. Et regardez, en réalité, regardez ce qui est dessus. Il y a... Non, avant l'étoile de David, il y a vous savez, le trébuchet, ce qu'utilisaient les bijoutiers pour peser l'or. Et donc, c'est le coffre d'un bijoutier itinérant, parce que les bijoutiers juifs allaient de village en village et fabriquaient les bijoux à la demande sur place. Et donc, c'est le coffre d'un bijoutier itinérant. Et c'est un juif, forcément, parce que regardez, tous les symboles montrent que c'était un juif. Et puis, il y a, bien sûr, alors ça c'est en Mauritanie aussi, mais c'est excusez-moi, je vous ai parlé de taux de mémoire, ce n'est pas Nouakchott, c'est au sud de Nouakchott, ça va me revenir. Un petit village, je rencontre quelqu'un qui avait des bijoux. Alors, j'étais en train de discuter avec lui pour les bijoux, et il avait une bague qui m'intéressait, mais il ne voulait pas la lâcher, parce que c'est une bague avec un petit tiroir, vous savez, il y avait un manuscrit à l'intérieur, je ne sais pas ce qui est écrit dessus, parce qu'il vous savez, il est ensablé, il est là depuis des siècles. J'ai une bague en argent, magnifique. Et j'étais en train de la négocier, mais il ne voulait pas me la vendre, tout ça. Et puis, je vois qu'il avait aussi des écrits. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il me dit, ça, c'est des amulettes pour les musulmans. Je dis, ah bon? Et tu ne peux pas m'en faire une? Ah, il dit, c'est pas moi. Il y a un scribe, en quelque sorte, un scribe musulman qui est capable de le faire, mais il n'est pas là. Je dis, ben, va l'appeler, mais je lui demande de m'en faire une. Et puis, il me dit, tiens, ben le voilà, il arrive. Alors, il arrive, et puis, il m'écrit un texte. Et je regarde son texte, je dis, qu'est-ce que tu as écrit? Alors, regardez le dernier mot. S'il y a des gens qui lisent l'arabe, le dernier mot. Je dis, qu'est-ce que tu as écrit? Il me dit, ben, Shaddai. Je dis, mais qu'est-ce que c'est, Shaddai? Ah, il me dit, ben, il le sait, hein. Il m'a dit, ça vient des Juifs. Hein. Mais ça c'est incroyable. Donc, il écrit des amulettes en utilisant des formules juives. Et donc, il y a le mot Shaddai en arabe. Voilà. Le dernier mot, c'est le mot Shaddai en arabe. Et puis, ici, c'est pareil. Mais ça, c'est des Juifs qui écrivaient des amulettes pour les musulmans. Et donc, il y a toutes sortes de symboles. Il y a un peu de tout. Il y a de l'arabe, il y a de l'hébreu, il y a tout ce que vous voulez. Et là, là c'est un manuscrit avec une écriture qui s'appelle Ibrania. Ibrania. Vous entendez le mot hébreu. Hein. Et donc, effectivement, la base, c'est le Chine. Le Chine. Ouais. Et puis il y a même le zaïn moderne. Peut-être, oui. Alors voilà, tout à l'heure je vous ai parlé du Touat, donc c'est là.
voilà la capitale tamentite. Alors, évidemment, c'est une mosquée aujourd'hui. Hein, et c'est aujourd'hui, vous savez, ils ont vécu 15 siècles. 15 siècles à cet endroit-là. En 15 siècles, ils auraient laissé 2 pierres tombales. Alors, où sont-elles? Je ne sais pas. Où sont les manuscrits, les livres, les... Alors un jour, en discutant avec... j'ai été ami avec Théodore Monod, il me dit, ils sont malins. Ils ont dû les mettre dans une Foggara morte. Parce qu'il y a des Foggaras qui sont mortes parce que l'eau ne circule plus. Et donc, il me dit, ils ont peut-être caché leurs manuscrits. Alors, si c'est vrai, ben, elles sont protégées tant que... Parce que si les gouvernants actuels les trouvent, évidemment, ça sera détruit. Mais, bon, si c'est vrai, sont protégées, on les trouvera peut-être un jour. Peut-être. Alors, ici, c'est un endroit magnifique. Ils appelaient ça la synagogue des Juifs. Ce n'est pas une synagogue, c'est un dépôt. C'est un dépôt avec il y a un double rempart et donc les gens déposaient les marchandises qu'ils devaient emporter ensuite quand ils chargeaient leurs chameaux. Et comme ils avaient des petites maisons fragiles, bon, ils avaient un dépôt commun et chacun avait sa niche pour mettre ses affaires. Alors, mais l'aventure des Juifs du Touat, c'est une aventure extraordinaire. Alors voilà le système de la Foggara. Vous voyez comment, voilà, vous avez ici le bassin, parce que lorsque la Foggara arrive dans les villages et dans la Palmeraie, donc l'eau est rassemblée elle est versée dans un bassin, et ensuite elle est partagée. Donc, entre les... Alors, vous avez, par exemple, ici, un peigne, vous voyez, parce que, donc, il y a des petits canaux qui vont dans chaque jardin et chacun paye. Alors, donc, la largeur, c'est 1 doigt, 2 doigts, 1 main, etc. C'est comme ça que c'est partagé. Et quelquefois, elles sont horaires, c'est-à-dire que tel propriétaire de jardin a payé pour 1 heure d'eau, ou 2 heures d'eau, etc. Et donc, il y en a qui sont horaires et il y en a qui sont comme ça. C'est comme en Égypte. Et c'est magnifique, c'est un système extraordinaire. C'est comme en Égypte. Il y en a en Égypte, il y en a en Espagne, il y en a bien sûr au Maroc. Au Maroc, elle s'appelle Rattara. Alors voilà les pierres tombales qui restent. Alors celle-ci, elle est magnifique. C'est une pierre qui pèse 60 kilos. Qui est magnifique. Malheureusement, vous savez, elle a servi de contrepoids sur le balancier d'un puits. Donc elle a cogné le sol pendant des années et des années, et c'est la raison pour laquelle cette partie-là est abîmée. Mais on a réussi à savoir le nom du personnage. Il s'appelle Abraham Ben Koubi. Donc, vous voyez, c'était des noms marocains. Hein. Et puis, il y a le nom de ses enfants. Il y a quatre fils, et puis un certain nombre de renseignements sur lui, c'est très intéressant. Et ici, c'est une pierre tombale qui a disparu, mais la chance a voulu qu'au début du XXe siècle, un chercheur français qui passait par là l'a vu et l'a photographié. Il a envoyé la photo au Collège de France. Vous vous rendez compte, il l'a envoyée dans une enveloppe. Et elle est intacte. Je suis allé la voir au Collège de France, je l'ai photographiée, elle est intacte. Et c'est la tombe, c'est la pierre qui est photographiée d'une dame qui s'appelait Mona. Donc c'est probablement des Juifs d'Espagne qui sont allés jusque-là. Et donc elle est décédée en 1269 et Maïmon Ben Braham, lui, il est décédé en 1300. Vous voyez, la mémoire flanche. Je ne me rappelle plus. Pardonnez-moi, je ne me rappelle plus. Alors, vous avez aussi une chose extraordinaire, c'est qu'il y a le réseau de Foggara. Il y a un chant qui existe toujours, et aujourd'hui, l'Algérie envoie dans le monde entier un groupe de Noirs qui chantent la Hellil de Gograra. La Hellil. Vous entendez la racine du mot Helloula. Vous voyez ? Eh bien, c'est un chant hébreu. Il
qui a été transformé à la gloire d'un héros qui s'appelle Salamo. Donc vous voyez. Et puis vous avez des pierres tombales, donc les deux que vous avez là, des toponymes. Il y a Fnouril, il y a vous savez. Pierre tombale Maïmon. Oui, Maïmon, c'est la pierre là. Fnouril, vous savez, il y a plusieurs régions Touat. Il y en a une qui s'appelle Fnouril. Et à l'époque, j'avais soumis cela à Rabbi Shalom, qui était vivant, et qui m'a dit, mais non. Il m'a dit, en hébreu, le F et le P, c'est la même lettre. C'est Penu Gil. C'est-à-dire que les gens qui sont arrivés là sont arrivés après la catastrophe, la destruction du temple. Et ça veut dire Penu Gil, abstenons-nous de toute joie. Donc ils ne pouvaient pas être heureux, puisque le temple avait été détruit. Et c'est la raison pour laquelle Tamentit a été surnommée la petite Jérusalem. Alors, vous avez des gens qui s'appellent Touati ou Tuito, vous avez des gens qui s'appellent Gourari, parce que la région proche du Touat, c'est le Gourara, vous avez des Zenati, Berero, c'est le nom du grand rabbin qui est mort à Bécha, qui s'appelait Bar Berero, oui, Shlomo Bar Berero, et un autre rabbin du Touat à l'époque qui s'appelait Smama. Voyez. Et enfin, il y a dans la tradition aujourd'hui encore de la culture locale, il y a un oiseau qui s'appelle, une espèce de huppe qui s'appelle Hedoud. C'est l'oiseau des Juifs, on appelle ça l'oiseau des Juifs, et la meilleure date du Touat s'appelle Tinhoud, c'est la date juive. Hein. Parce qu'il y avait 100 donc, catégories de dates, 100 qualités de dates, et la meilleure, c'était, il paraît qu'elle était translucide. On pouvait voir pratiquement à travers. Là, je vous pose une question. Maïmon, ça oui. descendant de Maïmonide, tout ça? Oh non, non, non. Maïmon, c'est un prénom judéo-berbère. Il y a beaucoup de... à Orléans, j'ai un ami qui s'appelle Maïmon Karsanti. Mimoun. Il y a des gens qui s'appellent Mimoun. Dans le nord, c'était Mimoun. Ouais. Alors ici, vous avez, dans le monde touareg, c'est pareil. Vous avez, par exemple, dans l'écriture touareg, vous savez, il y a 5 lettres qui viennent forcément de l'hébreu. Forcément. Même s'il y a une petite nuance dans la formation de la lettre. Hein. Alors, vous avez ici au Niger des bagues avec le Magen David, sauf que c'est vrai que les musulmans utilisent le même symbole et qu'ils appellent Khatem Suleiman, le sceau de Salomon. Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Hein. Ici, sur des pans de montagne, dans le Ténéré, vous avez des... Alors, bon, j'avais un ami chercheur qui est mort maintenant, il m'a dit Salomon envoyait des gens à travers le Sahara et ils marquaient leur route pour pouvoir revenir. Je ne crois pas que ce soit ça. C'est peut-être des musulmans qui ont écrit Khatem Suleiman. Alors, vous avez les Touaregs. Regardez celui-ci, comme il est extraordinaire. D'abord, il s'appelle Rabbi. Il s'appelle Rabbi. Deuxièmement, vous avez vu? Il a une natte. Et vous savez que c'est une tradition hébraïque depuis les temps les plus anciens. Les hommes gardaient leur... On n'avait pas le droit... Et donc, vous avez ici 2 Touaregs et là un qui ont des nattes, ils ont des tresses. Alors, ici... ces deux-là, bon, ça c'était l'esclave, le malheureux, et celui-ci, il savait qu'il était d'origine juive. Et alors celui-là, il est extraordinaire parce que je lui posais des questions et son fils l'appelle. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, il a dit papa. Je dis, mais c'est un mot hébreu. Il a dit Abba. Il ne savait pas que c'était de l'hébreu, vous voyez. Et on trouve... Regardez, on trouve des prénoms, chez les musulmans arabes n'utilisent jamais ces prénoms-là. Élie, Samuel, Shaoul, Malaki, Lut c'est Lot, Léwi ou Lévaï,
Agdaniel, donc le fils de Daniel, et Isariel, vous voyez la permutation de... Et puis, il y a des gens qui s'appellent Moussa, Moïse, ou Hawa, Ève, pour les femmes. Alors, bien sûr, il y a aussi quelque chose d'assez extraordinaire chez les Touaregs, c'est un héritage du lévirat. C'est-à-dire que quand un homme meurt et laisse une femme et des enfants, Sans enfants. peut-être sans enfants, le frère est tenu de l'épouser. Et s'il ne l'épouse pas... Toujours actuel. Ah bon? Oui, il y a des c'est toujours d'actualité? Non, peut-être pas en ce moment, mais il y a des oncles de mon père qui ont fait ça. Ah bon, tiens. Ah, c'est magnifique, oui. Alors ici, vous savez que la France avait, au Niger, à Arlit, elle avait fouillé donc, pour trouver de l'uranium. D'ailleurs, l'uranium français vient de là-bas, d'Arlit. Et il se trouve que quand ils ont commencé à faire des recherches, Henri Lott était présent, encore lui. Et Henri Lott a trouvé un four, il a appelé, dans son article, il a fait un article là-dessus, un four néolithique. Et il a sorti la poterie qui était à l'intérieur du four et qui était là depuis Dieu sait quand, et il l'a posée par terre, il a fait la photo, il a fait cette photo. Je suis allé au Niger chercher les autres morceaux et ils m'ont dit l'autre les a emportés. Je suis allé au musée de l'homme où il y a les affaires que l'autre a apportées et il n'y a que ce morceau-là. Et vous avez remarqué qu'il y a 3 lettres hébraïques dessus. Et donc la poterie qu'il a trouvée devait avoir une inscription tout autour. Et malheureusement, c'est pas. Alors ici, probablement le mot shalom, parce qu'on a 4 lettres, et probablement le mot shalom, parce qu'on voit bien le sin, on voit bien le med, et on voit bien le mem. Alors il manque le waw, peut-être que c'était le mot shalom, mais je ne peux pas l'affirmer. Donc déjà à l'époque, il décrivait de droite à gauche, c'est ça? Pardon? Déjà à l'époque, il décrivait de droite à gauche? Sûrement. Sûrement. On a toujours écrit de droite à gauche. Alors, tout à l'heure, on a parlé de dhimitude. Donc, le sort des Juifs sous le règne musulman. Alors, vous regardez la tenue qu'ils étaient obligés de porter en noir et avec des sandales, vous voyez, des babouches, donc qu'ils peuvent enlever. Alors ils vivent donc de petits commerces de porte-à-porte ou de village à village. Ils marchaient beaucoup. Hein, et les malheureux, il fallait... Alors regardez, quand ils montent, il est sur un âne avec les jambes du même côté. Ici aussi, lui, il est sur un mulet avec les jambes du même côté. Voilà la petite de tout à l'heure. Alors ici, c'est M. Gérard Lévy qui m'a prêté cette photo, qui est magnifique. Elle a été faite en 1902 à Beni Abbès, c'est le village de mon camarade Nessim. Et il m'a dit, donc, à l'époque, que c'était des juifs nomades. Non, non, pas du tout. C'est en fait les marchands juifs sur les marchés musulmans, quand ils arrivaient, ils montaient une tente et ils étalaient leurs affaires, et donc c'est un commerçant, mais c'est un marchand itinérant qui fait les marchés. Et donc, regardez, il est là avec un client musulman, il est en train de discuter, etc. Il a toutes ses marchandises. Et puis vous avez un document qui est magnifique. Alors ça, c'est l'ami Bénichou qui va être content. Figurez-vous que c'est un monsieur de Kenadza, mais malheureusement, les Juifs appartenaient à un seigneur musulman. Et pour voyager, il a besoin de l'autorisation du seigneur musulman. Et en contrepartie, il reçoit l'autorisation, mais il laisse sa femme et ses enfants en gage pour être sûr qu'ils reviennent, parce qu'il rapporte beaucoup d'argent à son seigneur. Eh bien, là, vous avez un document qui est une autorisation donnée à M. Bénichou, le grand-père de M. Jacob Bénichou, qui était bijoutier, et qui
et qui va aller au Maroc tout seul avec cette autorisation. Et il a écrit en hébreu un petit élément. Ouais. S'il vous plaît. Rbemouchin, ouais. S'il vous plaît. Pardon. Il y a une question que je me pose. Je vous en prie. Est-ce que la notion d'esclavagisme existait? Parce que, avec la manière dont il est considéré. Ils n'étaient pas esclaves, ils étaient plutôt des serfs. Plutôt des serfs. Ils travaillaient au profit d'eux. Mais normalement, est-ce qu'il y avait de l'esclavagisme à cette époque? Ah, il y a toujours. Aujourd'hui, il y a de l'esclavage. Aujourd'hui, j'ai fait de la prison pour avoir défendu un enfant, une de mes élèves. En Mauritanie, il y a beaucoup d'esclaves. Mais partout. Partout. En Libye, l'année dernière, on a vendu des esclaves sur les marchés. Pourquoi ils les ont On pas a continué en Syrie. Pardon? En Syrie, on vend Pourquoi ils les ne les ont enfants. pas rendus esclaves? Parce qu'ils rapportaient beaucoup. Ils travaillaient. Les Juifs étaient tous de très bons artisans ou de très bons commerçants. Alors, quand c'était des commerçants, ils les envoyaient en mission pour aller chercher des marchandises, etc. Et quand c'était des artisans, ils savaient faire toutes sortes de choses, à commencer par les armes, les ustensiles, etc. On avait besoin d'eux. Mais ils n'étaient pas esclaves parce qu'un esclave ne dispose pas d'argent. Il ne reçoit jamais d'argent. Et il n'a jamais de vacances, il n'est pas libre de sa personne. Tandis qu'un juif est libre de sa personne, il peut aller à la synagogue, etc. Il peut vivre avec sa famille, mais il appartient au Seigneur parce qu'il lui rapporte beaucoup d'argent. Alors vous avez ici, mais c'est beaucoup plus ancien. Ça c'est dans les années 40. Alors vous avez M. Amar, Eli Amar, regardez comme il est jeune. C'est qui Eli Amar? Eli Amar, c'est le père de Maurice, de Charles, etc. De Gabi. Voilà Flora, à nouveau. Flora. Là, c'est un mariage. Vous avez. Ça, c'est M. Benita, le jour de la Légion d'honneur. C'est le premier juif de Béchar à avoir reçu la Légion d'honneur. Ouais. Alors, les religions, vous avez la synagogue, la cathédrale, la mosquée, le temple protestant. Et là, c'est le jour de l'inauguration de la cathédrale. Donc, ils ont invité tous les religieux de toutes les religions. Ça rappelle leur passé. Voilà le rabbin Assouline, Rabbi Shalom, le père de Gogo, le père de Simon, Atia. Et ici, c'est une petite manifestation après la victoire de 45. Donc, l'enterrement de Haman. Jacob, Oui. est-ce qu'il existe encore des photos est-ce que les synagogues aujourd'hui, à Béchar, à Colomb-Béchar, Tout le quartier juif a été détruit, pas par malveillance, mais la ville fait 250 000 habitants. Ils ont construit des immeubles partout. Ah oui, ça. C'est énorme, 250 000. 250 000 habitants. on n'a pas des photos de l'époque? Ça n'existe pas, les photos des synagogues? Ah ben j'en ai. On les voit là? J'en ai quelques-unes, oui. Vous allez voir. Jacob, est-ce qu'ils ont gardé la place des chameaux? Vous allez la voir. Vous allez voir ce qu'elle est devenue. Alors regardez, ici c'est un contrat. Regardez comme c'est artisanal. C'est le père de Simon, Atia, qui était rabbin, qui a écrit le contrat de mariage de la Ketouba, oui. Alors, ça c'est le mausolée des saints au cimetière de Béchar. Donc il y a les 4 saints, mais les pierres ont disparu. Et chose incroyable, j'ai retrouvé au Maroc la copie de la pierre de Baba Saleh. Regardez, c'est la copie, parce qu'il y a eu 2 pierres, et il y en a une qui a été déposée dans le mausolée de son oncle,
au Maroc, et donc ça m'a permis de la photographier. Mais il y a aussi en Israël, il me semble, Oui. la tombe de Baba Saleh. Oui, elle est en Israël. Mais c'est pas le même, c'est pas le même. Ça c'est Baba Saleh le jeune. Hein. Ce n'est pas Baba Saleh qui est en Israël. Hein. Mais il y a des saints qui sont enterrés à Colomb-Béchar. 4. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du rabbin de Tamentit et son fils qui sont partis à pied. Et ils sont morts de soif à l'entrée de Béchar. Alors, ils sont là. Il y a leur tombe sur le. Voilà. Voilà. Il y a leur tombe ici à droite, le père et le fils. Et au fond, il y a le rabbin Cohen. Et puis ici, la tombe de Baba Saleh le jeune, hein, qui n'a rien à voir avec Baba Saleh d'Israël. De Netivot, oui. Alors, les noms des gens de la communauté, voilà tous les noms. Tous les patronymes juifs de Béchar. Pardon? Si, elle y était. Oui. C'est celle du fond à droite. Alors, vous avez remarqué, si vous regardez bien, on a des noms hébreux, on a des noms berbères, on a des noms arabes, on a même un nom phénicien. On avait un Fuenkinos, ça veut dire phénicien. À côté, quand on parle d'Abou, c'est hébreu, ça veut dire que l'origine est. Ah oui, on a des gens qui avaient des. Ça veut dire que c'est un. Par exemple, on avait des Nézri. C'est un nom hébreu ancien. Le rabbin de la synagogue, il s'appelait Nézri. Ah bon. Il y a des noms. Oui, il y a des noms. Ça veut dire Oui, il y a des noms qui sont d'origine arabe. Alors, je vais expliquer. Il y a des gens qui sont émus parce que j'ai dit qu'il y avait des noms arabes. Pourquoi? Il y a des gens qui ont les noms de leur métier. Et donc, comme vous avez El Kabash, par exemple, c'est le nom du métier. Et le nom du métier a fini par remplacer le patronyme d'origine. Et vous avez oui, mais ça c'est des noms de lieux géographiques. Mais il y avait des noms de métiers, il y avait des déformations physiques. Par exemple, et des gens qui avaient des noms comme en français. En français, vous avez des gens qui s'appellent Dumas, mais aussi vous avez le Borgne, le Bègue, tout ce qu'on veut. Hein, c'est pareil. C'est pareil. Dernière ligne droite. Alors, voilà la place des Chameaux à l'époque, avec Général de Gaulle. Voilà la place des Chameaux comme elle était autrefois. La place des Chameaux avec les. Non, 57, le 13 mars 57. Voilà la fonction militaire de Béchar, c'était les essais de fusées et les essais atomiques. Voilà. Les premières fusées françaises sont parties de Béchar. Voilà une vue aérienne de Béchar. Béchar à quelle époque ça? Voilà Béchar d'aujourd'hui. Ah oui, la mosquée. Ça, c'est Béchar à quelle époque, là? Ça, c'est, la précédente, c'est à l'époque, dans les années 50-60. Et puis après, aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui. Vous voyez la cathédrale qui est devenue une mosquée. Mais ils n'ont pas réussi à cacher. Vous savez, il y a une pyramide avec une croix dessus. Ils l'ont habillée, mais ils n'ont pas réussi à la masquer complètement. Et là, voilà aujourd'hui. Voilà la place des Chameaux d'aujourd'hui. Alors, regardez la surprise. Un journal algérien, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, qui a utilisé une photo de mon livre, plusieurs photos de mon livre, et qui a mis en première page les rabbins. En réalité, il y a aussi M. Benita, qui n'était pas rabbin. Et Kaïd Léhoud, oui, exactement. Cheikh Léhoud, on disait Cheikh Léhoud. Ouais. Voilà quelques vues de la région. C'est pour le tourisme. Et oui, voilà une rose de sable. Voilà Beni Abbès, le pays de Nessim. Là. C'est quoi la pierre à droite? Ça c'est magnifique. L'érosion arrive à faire des choses incroyables. Hein. Voilà les dunes. Et la dernière diapositive,
C'est bon? Non, non, je crois qu'il en reste encore. Il reste une. Les animaux. Ça y est. Regarde derrière par rapport à Ça y est, c'est fini. C'est fini. Voilà. Merci. Pardon.